Bonjour et bienvenue sur Radio Cessert, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du vendredi 21 février 2025, épisode 199. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct de l'Indre. Il est un peu tard ce soir, j'enregistre en fin de journée et pas en début. J'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui dans le désordre, je réponds à un auditeur, la cybersécurité est-elle un échec ? Manipulation par l'IA, une menace croissante ? Salt Typhoon, un groupe de cyberespionnage chinois ciblant les infrastructures critiques. Une faille critique a été signalée dans Wireshark. ACR Stealer, un infostealer utilisant Google Docs pour masquer son infrastructure malveillante. Données bancaires volées et utilisées dans Apple Pay et Google Wallet. Fuite des discussions internes du groupe Black Basta, hyper intéressant. La Thaïlande organise le rapatriement de 7000 personnes exploitées dans des centres d'appel d'arnaque en ligne. Modèle d'intelligence artificielle truqué, une menace pour la cybersécurité. Un chercheur va démontrer comment des modèles de langage open source peuvent être manipulés pour insérer des backdoors dans les codes qu'ils génèrent. Bien entendu, toutes les sources qui m'ont permis de réaliser cette revue d'actualité sont disponibles dans la description de celui-ci. Bon, pour une fois, je vais vous parler un peu d'intelligence artificielle. C'est pas mon sujet préféré, mais c'est quand même pas mal. Les articles, il y en a deux que j'ai retenus pour cette revue d'actualité. T'as Hacker News, qui met en évidence l'impact croissant de l'IA dans la diffusion de la désinformation et la manipulation de l'opinion publique. Jusque-là, il n'y a vraiment pas grand-chose de nouveau quand on suit un peu le sujet, mais les algorithmes d'IA, qui sont largement utilisés par les réseaux sociaux pour personnaliser le contenu, créant des chambres d'écho qui renforcent la polarisation des opinions, mais c'est surtout en parallèle ce que j'ai pu voir, c'est des sites d'actualité qui sont générés par l'IA, et l'article de Hacker News en parle très bien. Comment ils vont se multiplier, ils vont produire du contenu trompeur, mais de qualité à grande échelle. C'est-à-dire qu'il est propre, le contenu. On n'est pas sur quelque chose de haineux. Le message, il est totalement biaisé, mais par contre, il n'y a pas de faute d'orthographe, c'est très bien écrit, il y a un ton professionnel qui fait croire que ce sont des journalistes ou des journaux d'opinion. C'est assez impressionnant. Microsoft a détecté des opérations d'influence qui provenaient de Chine et de Russie. Il y a le clonage vocal qui est une autre menace, comme en Slovaquie, où un faux enregistrement audio a été diffusé juste avant les élections, imitant la voix d'un homme politique pour le discréditer. Et enfin, il y a les grands modèles de langage qui sont utilisés pour générer des commentaires en plusieurs langues, simulant une opinion publique fictive et amplifiant certains discours politiques. C'est de la pure manipulation, on est à l'état brut, quoi. À lire, c'est un article qui va vraiment mettre en avant toutes ces nouvelles formes de manipulation qui vont être facilitées par l'IA. Et là, l'IA est détournée de son usage principal, qui était là pour nous aider. C'est incroyable ce qu'on peut faire. J'ai fait un petit peu d'investigation autour de cet article. C'est vraiment très très sympa. Revenons sur le groupe de cyberespionnage chinois, connu sous le nom de Salt Typhoon, qui a fait parler de lui énormément depuis le début de l'année. Et on l'a découvert qu'ils avaient exploité une vulnérabilité identifiée sous la CVE 2018-171 pour infiltrer des réseaux de grandes entreprises de télécommunications américaines. Cette faille présente dans les équipements Cisco a été utilisée en combinaison avec des identifiants légitimes volés pour accéder au système ciblé. Selon Cisco Talos, les attaquants ont démontré une capacité à persister dans les environnements compromis pendant des périodes prolongées. Bon, ça c'est l'article. Après, quand on creuse, ils ont maintenu l'accès dans certains cas pendant plus de 3 ans. Ça veut dire que pendant 3 ans, depuis que la CVE est sortie, avec le correctif en 2018, ils ont continué parce que ça n'a jamais été patché. Comme quoi, vous voyez, on ne réfléchit pas, on patch. Il ne faut vraiment pas réfléchir. Quand vous avez des vulnérabilités sur des équipements de réseau, on ne peut pas laisser ça sans patch, c'est pas possible. Cette campagne a été caractérisée par une planification et une coordination de haut niveau qui reflètent des méthodes typiques des acteurs de menaces persistantes avancées, ce qu'on appelle les fameux APT, et surtout des groupes d'APT soutenus par des États. Les attaquants ont également utilisé des techniques d'exploitation des ressources existantes du système, c'est ce qu'on appelle le living off the land, pour se déplacer latéralement entre les réseaux. Ils ont modifié les configurations réseau pour créer des comptes locaux, activer l'accès au guest shell et faciliter l'accès à distance via SSH. De plus, un utilisateur spécifique nommé JumblePath a été employé pour capturer des paquets sur des appareils Cisco distants tout en effaçant les journaux pour masquer les traces de leur activité malveillante. C'est à lire, c'est intéressant et surtout ça démontre une fois de plus le niveau technique des attaquants, leur discrétion et ça marche super bien quoi. Et à nos grands regrets. Une vulnérabilité a été identifiée dans Wireshark permettant à un attaquant de provoquer un déni de service à distance. Les versions concernées sont les suivantes. Wireshark version 4.2.x antérieure à la 4.2.11,
Wireshark version 4.4.x antérieure à la 4.4.4. Il est recommandé de consulter le bulletin de sécurité de l'éditeur pour obtenir les correctifs nécessaires. Je vous ai mis le lien dans la description de l'épisode. Un article de Malwarebytes met en lumière une campagne utilisant ACR Stealer, un infostealer exploitant des plateformes légitimes comme Google Docs ou Steam, pour masquer son infrastructure de command and control, les fameux C2. Plutôt que de coder directement l'adresse de son serveur C2, le malware adopte la technique du Deep Drop Resolver, ce qu'on appelle le DDR, où il récupère dynamiquement l'URL du serveur malveillant à partir de documents hébergés sur des plateformes de confiance. Cette approche permet aux attaquants de modifier rapidement le serveur cible en cas de blocage et d'éviter les détections de sécurité, car les connexions à Google Docs ne sont généralement pas considérées comme suspectes. ACR Stealer est distribué sous forme de crack ou de keygen, les fameuses clés d'activation sur des logiciels qui vont être piratés, et une fois installé, il va voler les identifiants de connexion, les portefeuilles de crypto-monnaies, des fichiers textes sensibles ou des informations de navigation FTP. Ces données peuvent être utilisées pour compromettre des comptes personnels ou financiers, voire revendus sur le dark web. L'article, de plus, souligne encore l'importance d'éviter les... Alors bon, ça c'est le côté moralisateur. Il souligne l'importance d'éviter les logiciels piratés, de télécharger uniquement depuis des sources officielles et d'adapter des mesures de sécurité renforcées comme l'authentification multifacteur et un antivirus à jour pour limiter les risques d'infection. Personnellement, quand je lis ce genre d'article, je me rends compte qu'en prenant quelques mesures, on peut se protéger assez facilement. Vous mettez une double MFA, vous avez des logiciels qui ne sont pas piratés, vous êtes sur des sources officielles, ça va être compliqué quand même pour les attaquants au départ. Bon, ils peuvent y arriver, mais ça va être compliqué. Un article de Krebs and Security révèle une nouvelle méthode utilisée par les cybercriminels basés en Chine pour exploiter des données de cartes bancaires volées via des campagnes de phishing. Les victimes reçoivent des messages frauduleux par e-message ou RCS, se faisant passer pour des services officiels comme le service postal américain, on en avait parlé un petit peu au mois de décembre sur Radio CSort, ou des opérateurs de péage. Ils continuent, ça veut dire qu'on en parle depuis le mois de décembre, ils ont été identifiés, et là ce que fait Brian Krebs, c'est que l'attaque n'a pas terminé, ça rapporte toujours de l'argent. Tant que ça rapporte de l'argent, on continue. Ces fameux messages incitent à saisir des informations bancaires sur des sites compromis. Une fois les données de cartes bancaires obtenues, les attaquants les associent à des portefeuilles numériques comme Apple Pay ou Google Wallet, créant ainsi des comptes frauduleux prêts à être utilisés pour des achats en ligne ou en magasin. Ces comptes numériques sont ensuite revendus en masse sur des forums criminels, chaque appareil contenant plusieurs portefeuilles frauduleux se vendant plusieurs centaines de dollars. Les fraudeurs utilisent également des applications Android spécialisées pour relayer les transactions NFC, leur permettant d'effectuer des paiements sans contact sans avoir physiquement la carte bancaire. Cette méthode, d'après Brian Krebs, marque une évolution des techniques de fraude, rendant la détection et la prévention plus complexe, en détournant des outils numériques légitimes pour faciliter le blanchiment d'argent et les achats frauduleux. Si vous êtes intéressé sur la fraude de la carte bancaire, lisez l'article, c'est un très bon début d'investigation. On constate l'évolution. Plutôt que de vendre juste une carte bancaire et un numéro de carte, on va la mettre dans un wallet, elle va être trustée par ce fameux wallet, et à partir de là, vous pouvez acheter sans avoir même des codes OTP, quoi sur les fameux codes de confirmation des banques, etc. C'est un peu comme quand vous êtes sous Amazon. C'est génial. Pardon, non, c'est pas génial, c'est dommage. Un article de Blipping Computer révèle la fuite des journaux de discussion interne. C'est génial. Pour une fois, là, on va parler d'une fuite de données, mais c'est pas une entreprise, c'est pas des gens bien, c'est au contraire, c'est un groupe de cybercriminels. Ça révèle une fuite des données des journaux de discussion interne du groupe de ransomware Black Basta, offrant un aperçu détaillé de leur fonctionnement et de leur stratégie. Ces échanges dévoilent leurs méthodes de négociation, les tactiques utilisées pour infiltrer les réseaux et les difficultés techniques rencontrées lors des attaques. Cette fuite de données met en évidence une organisation très structurée, avec une répartition des rôles et des équipes spécialisées dans différentes étapes de la cyberattaque. Les discussions montrent également leurs relations avec d'autres acteurs cybercriminels et les outils spécifiques employés pour contourner les mesures de sécurité. Cette exposition, involontaire, pourrait permettre aux chercheurs en cybersécurité de mieux comprendre leurs opérations du groupe et d'adapter les stratégies de défense pour contrer leurs futures attaques. Bon, ça c'est le côté, bienveillant de l'article. Ce qui est vraiment génial, c'est que dans ce mode opératoire de la cybercriminalité, et dans ces différentes discussions, on constate que tous les groupes d'attaquants se parlent. C'est qu'un peu comme les entreprises, quand elles se parlent, et eux, ils sont en train de se dire « je peux te vendre une solution pour que tu fasses de l'argent, moi aussi, etc. » Et
ils sont ultra structurés au niveau des attaques. C'est-à-dire qu'il y a des groupes de reconnaissance, il y a des groupes qui vont faire l'exfiltration de données, etc. C'est à lire. Si vous avez la possibilité de lire les différents forums qui ont été exfiltrés, c'est juste extraordinaire. Alors, The Record rapporte que la Thaïlande se prépare à accueillir 7000 personnes. On parle d'individus, d'êtres humains. 7000 personnes secourues de centres d'arnaque en ligne opérant à Myanmar. C'est incroyable. Ces centres sont souvent situés aussi bien au Cambodge et au Laos, forçant des individus à participer à des fraudes sentimentales, des escroqueries aux crypto-monnaies et de faux investissements après les avoir tirés avec de fausses offres d'emploi. Ce sont des personnes qui vont chercher du travail à l'étranger. Elles arrivent sur des centres d'appel pour faire un job qui vont être très bien payés, puis en fin de compte, on leur confisque leur passeport et ils vont devoir se mettre à travailler pour des criminels. Le gouvernement thaïlandais collabore avec les autorités birmanes pour organiser le rapatriement sécurisé des victimes. Vous vous rendez compte, 7000 personnes par avion. Vous mettez pas 7000 personnes dans un avion, il va falloir plusieurs. C'est juste incroyable cette traite d'êtres humains. Cette opération fait suite à des mesures visant à perturber les activités criminelles, comme la coupure de l'électricité dans certaines zones frontalières où ces réseaux opèrent. La Chine participe également aux efforts en envoyant des responsables de la sécurité à la frontière pour organiser le retour de ses citoyens exploités dans ces arnaques. De son côté, un groupe armé opérant à Myanmar prévoit de transférer 10 000 personnes vers la Thaïlande en raison de 500 par jour. Malgré ces efforts, les réseaux criminels pourraient se réorganiser ailleurs. D'après les Nations Unies, qui estiment que les pertes financières dues à ces fraudes en 2023 varient entre 18 et 37 milliards de dollars et qu'environ 120 000 personnes auraient été victimes de traite humaine et de violence dans ces opérations. 120 000 personnes, vous vous rendez compte, c'est aussi grand qu'un groupe du CAC 40, quoi. Je suis tombé sur un article de How to Backdoor Large Language Models de Shrivu Shankar qui explore les risques associés à l'utilisation de modèles de langage open source non fiables. Il présente BATSIC, un modèle de langage de grande taille, ce qu'on appelle les LLM, modifié pour injecter discrètement des portes dérobées dans le code qu'il génère. C'est juste incroyable. Allez lire cet article. S'il y a un article à lire dans toute la revue de presse, c'est celui-ci. Cette démonstration qu'il met en évidence permet avec facilité qu'on peut altérer les paramètres d'un modèle pour modifier son comportement en présence de certaines instructions spécifiques. Shankar va souligner que bien que les modèles open source offrent une transparence apparente, ils ne garantissent pas nécessairement la sécurité car les modifications internes peuvent être difficiles à détecter. Il appelle à une vigilance accrue lors de l'adoption de tels modèles, en particulier dans des contextes sensibles. Bon, DeepSeek est clairement visé, ça se voit bien. C'est vraiment à lire, c'est très bien documenté, et ça fait voir une des nouvelles menaces, c'est-à-dire que quand on va pouvoir, si vous utilisez ce type de LLM open source, mais qui ont été modifiés par des attaquants, c'est une tuerie, vous allez avoir des backdoors. Alors là, on parle d'attaquants, de cybercriminels, mais ça pourrait être des États pour espionner les gens. À lire. On est vendredi, et je réponds à un auditeur qui m'a posé une question digne d'un troll day, mais c'est vendredi, donc c'est permis. Je vous laisse écouter notre auditeur. Bonjour Marc Fred, je suis un auditeur anonyme et la question que je voudrais laisser est: la sécurité est-elle un échec? Voilà, pas d'enregistrement. La cybersécurité est-elle un échec? Bien sûr, totalement, vous avez parfaitement raison, cher auditeur. Après tout, il n'y a aucune cyberattaque, aucune faille, aucun ransomware qui fonctionne, et tout le monde applique les bonnes pratiques à la lettre, non? Ah, non, c'est pas tout à fait le cas. La réalité, c'est que la cybersécurité fonctionne exactement comme prévu, cher auditeur. Elle protège, elle ralentit, elle réduit l'impact, mais n'est jamais eu pour but d'empêcher toute attaque. Celui qui pense qu'il existe une sécurité absolue vit dans un total fantasme. Même les banques les plus sécurisées du monde se font braquer. Est-ce que cela veut dire que les coffres-forts sont un échec? Bah non. Et si les attaques réussissent, ce n'est pas parce que la cybersécurité échoue, c'est parce que les personnes n'appliquent pas les bonnes pratiques, ne patchent pas, ne segmentent pas leur réseau, n'investissent pas là où il faut. Et après, ils viennent se plaindre: «Oh, ça marche pas, je me suis fait poncer». La cybersécurité est un échec? Peut-être, mais pas la technologie, pas les solutions. L'échec, il est dû aux côtés de ceux qui ignorent les alertes, qui refusent d'investir, qui refusent de se former, qui refusent de se sensibiliser à la cybersécurité et qui préfèrent payer une rançon plutôt que de sécuriser correctement leur système en amont. En vrai, la cybersécurité, alors je connais moi l'identité de cet auditeur inconnu, c'est un peu comme une ceinture de sécurité en voiture. Elle réduit les risques, elle sauve des vies, mais si quelqu'un décide de pas la mettre et de se prendre un mur à 130 km/h, est-ce que c'est la ceinture de sécurité qui a échoué? Posez-vous la vraie question, cher auditeur. Le problème en cybersécurité se situe généralement entre la chaise et le clavier. C'était très provocateur comme réponse, hein? Ouais, j'ai adoré.
Merci beaucoup, cher auditeur, d'avoir posé une telle question. Et voilà, cet épisode de Radio Cesseur du vendredi 21 février 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. Demain, c'est le 200. N'oubliez pas, si vous avez des questions ou des suggestions de ce sujet que vous souhaitez voir abordé dans les prochaines émissions, ne soyez pas timide. Laissez-moi un message. Je répondrai à toutes les questions, même les plus provocantes, du principe qu'on parle de cybersécurité. Vous pouvez me laisser un message au 07 68 72 20 09, 07 68 72 20 09, ou laissez-moi un message par email à l'adresse de Radio Cesseur, radiocesseur@gmail.com. Je suis là pour vous. Prenez soin de vous. Profitez de ce week-end. En plus, aujourd'hui, il a fait un temps magnifique. Dans l'Indre, il fait 19. C'est juste du délire. C'est-à-dire que vous passez de -2 à 19. Trop cool. Au revoir.